Bonjour, bienvenue au Balado avec un E. Vous êtes avec Marie-Soleil. Aujourd'hui, nous recevons Estelle Cazelet pour discuter et en apprendre sur l'éducation affective et sexuelle via les réseaux Internet. Alors, bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Donc, bonjour, Estelle Cazelet. Estelle, qui est directrice de l'organisme Les Trois Sexes, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors, bonjour Estelle, bienvenue avec nous. Ben, merci beaucoup. Allô à toi. Allô à vous tous. Bonjour. Donc, est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de toi, de ton parcours professionnel, de ton titre, de tes ambitions professionnelles? Certainement. Ben, en fait, c'est ça. Mon nom, c'est Estelle. Je suis sexologue. Donc, j'ai étudié la sexologie à l'Université de Québec à Montréal il y a de cela maintenant quelques années. Et comme sexologue, parce qu'il y a un ordre, en fait, professionnel des sexologues du Québec qui est né en 2013. Donc, j'ai eu la chance de terminer mon bac et de devenir sexologue assez rapidement. Tout ça pour dire que quand je suis sortie de mon baccalauréat en sexologie, je me suis quand même fortement intéressée à l'éducation à la sexualité. De plein de façons, la pédagogie surtout de l'éducation à la sexualité, donc de quoi on doit parler, de quelle façon on doit en parler, puis c'est quoi les meilleures approches finalement là, tu sais, pour s'intéresser à l'éducation à la sexualité, mais aussi la dispenser, là. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup, puis j'utilise beaucoup la culture populaire, mais aussi des connaissances qui sont souvent liées au commun des mortels, tu sais, justement pour faire du pouce, donner des exemples, essayer de mettre les gens, tu sais, en commun finalement. Donc, d'essayer d'utiliser la culture beaucoup dans mes approches de sexologue, là, puis tant dans la formation que dans des cours d'éducation à la sexualité. Puis souvent, ce que je constate, tu sais, même si j'ai pas le temps de tout entendre parler de toutes les séries, des films, des livres, etc., ben il y a comme quelque chose qui va très vite quand on parle d'art, en fait. Autant pour les jeunes que les personnes vieillissantes, que les adultes. Tu sais, on essaie d'aborder un concept qui est complexe en sexologie, ben des fois, on peut juste se baser sur une scène d'un film, puis des fois, tout le monde comprend collectivement. Donc, c'est à peu près ça. Mes ambitions, ben là, maintenant, comme tu le disais, je suis directrice du volet éducation à les trois sexes. Donc, j'ai parcouru beaucoup le monde de l'intervention. J'ai travaillé plusieurs années, dans le fond, dans un organisme de travail de rue, donc vraiment travail de milieu, première ligne finalement. Fait que je me suis intéressée beaucoup à l'intervention sexologique, mais à tout autre type d'intervention aussi. Donc, j'ai navigué beaucoup là-dedans, autant chez les enfants, les ados, les adultes que les personnes vieillissantes, avec plein de profils, tous les profils, là, si on peut dire. Donc, pour en arriver à Les Trois Sexes, justement, qui est un organisme de lutte, finalement, pour des droits sexuels. Donc, c'est comme pas sur les mêmes paliers maintenant que j'interviens, on va dire ça de même. OK. Voilà. Donc, on est plus au niveau des trois sexes dans l'intervention, d'aller changer, d'aller chercher des appuis politiques idéalement ou d'essayer de sensibiliser les hautes instances pour que ça descende ensuite. Exact. Ben, en fait, c'est un peu pour tous, justement, c'est un peu à tous les niveaux. Puis justement, parce qu'on ne fait pas d'intervention ni de prévention, ben, on peut utiliser d'autres façons de passer certains messages. Fait que oui, on peut faire du plaidoyer politique. Ça, c'est une des spécificités de notre organisation sur les droits sexuels ou la santé sexuelle. Mais on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, on fait de l'éducation, puis on fait de la diffusion aussi de savoir sexologique. Donc,
avec ces 3 volets-là, diffusion, éducation et sensibilisation, on trouve qu'on lutte finalement sur l'ensemble des droits sexuels, qu'on a nous-mêmes, écrits, hein, parce que ça n'existe pas, tangiblement, un droit sexuel. Donc, il a fallu que les membres de Les 3 sexes, les bâtissent, tu sais, de toutes pièces, mais évidemment, ça a été très long à faire parce qu'on tu sais, il faut se baser sur les cadres légaux à travers le monde, les cadres juridiques, et cetera, mais aussi comme les valeurs de notre province, notre charte des droits et libertés québécoises et canadiennes. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été explorées pour que finalement on définisse 5 droits sexuels pour lesquels on lutte. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup de ce qu'on fait, c'est que on est en amont, donc on est maximum dans de la prévention et non pas dans l'intervention. Donc on n'intervient pas auprès de des populations, par exemple, à risque de certaines choses ou de certaines vulnérabilités. Excellent. Mais c'est intéressant d'entendre, est-ce que vous couvrez, le Québec? Est-ce que vous couvrez le Canada? Est-ce que vous êtes Mmh. international? Beh, dans le fond, les 3 sexes, on on est plutôt québécois, évidemment. Donc, on essaie de lutter pour les droits qui sont, les droits sexuels et la santé sexuelle de tous et toutes, évidemment, comme dans notre contexte provincial, parce que c'est différent, évidemment, d'une province à l'autre dans notre pays. Mais, on a à cœur énormément comme la concertation avec les autres organisations, à travers le Canada, que ce soit des organisations francophones ou anglophones. Mais on essaye, disons qu'on essaye le plus possible, là, effectivement, là, de tisser des liens avec d'autres organisations franco et ou acadiennes, là. Donc, c'est génial vraiment de rencontrer tous ces groupes-là là, dans notre merveilleux pays, mais ça l'amène aussi une particularité là, tu sais, de se rencontrer tous et toutes. Donc, puis parce qu'on fait des contenus, puis des campagnes de sensibilisation, qui sont sur des plateformes numériques, bien, il y a une grande population de la francophonie, finalement, dans le monde qui peuvent, finalement se retrouver sur notre revue en ligne qui est hyper active ou encore toutes nos campagnes de sensibilisation sur nos plateformes de diffusion, là. OK. Et est-ce que vous avez un public cible, dans le sens que, tu sais, évidemment, là, c'est intéressant, on a besoin d'éduquer, on a besoin de parler d'éducation. Souvent, on pense que c'est les adolescents, les jeunes Ouais, adultes, mais c'est tout le monde, là, qui a besoin souvent exact. d'éducation. Nous, vraiment, on cible de façon générale. En fait, on lutte principalement pour les droits sexuels et la santé sexuelle des femmes et des personnes de la diversité sexuelle et pluralité des genres. À- bah, on le sait, là, genre principalement à cause des oppressions, des violences basées sur le genre ou basées sur l'orientation sexuelle et ou l'identité de genre des gens. Mais en même temps, puis c'est ce qu'on remarque aussi, c'est que quand on lutte, tu sais, pour, les droits sexuels d'une personne, ben on se rend compte qu'on lutte pour les droits sexuels de tout le monde. Mhm. On a une majeure, évidemment, femmes, personnes à diversité sexuelle, comme, pas nécessairement comme public cible, mais comme personne qui bénéficie de cette sensibilisation-là. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment sensibiliser la population générale, finalement, à des enjeux qui sont rarement entendus, rarement écoutés, rarement adressés. Tu sais, comme il y a quelques années, on avait fait je pense que ça fait 4 5 ans, on avait fait une campagne de sensibilisation qui s'appelle On existe, ça existe. Euh, qui est une campagne de sensibilisation, dans le fond, de des personnes vieillissantes de la communauté LGBTQIA+, et qui nous partagent des expériences positives de leur vie, tu sais. De leur expérience autant comme, tu sais, il y a une personne qu'on avait interviewée qui parlait du fait qu'elle était tombée en amour dernièrement, puis tu sais, c'était quand même une personne d'un certain âge, tu sais, qui approchait le 80 ans. Tu sais, on essaie c'est ça, de sensibiliser la population générale à dire il faut quand même faire attention à nos biais, il faut quand même faire attention à nos angles morts, il faut essayer de voir comme la globalité de la sexualité aussi, c'est un peu ce qu'on souhaite, mais dans une perspective, oui, politique, mais pas trop, tu
sais, pas trop, comment dire, c'est politique, effectivement, ce qu'on fait, mais il y a comme quelque chose de beau, tu sais, dans le fait de créer des campagnes de sensibilisation, faire de l'éducation dans une perspective positive, tu sais, de la sexualité humaine. Puis je sais pas, moi, je pense qu'une des choses qu'on essaie de travailler vraiment beaucoup aussi tu sais, dans la dernière année, mais les 2 dernières années, tu sais, ça a été vraiment comme l'espoir aussi, tu sais, d'une sexualité pour vrai, comme comprise dans sa globalité pour tous et toutes, mais aussi un peu de donner espoir quand même, tu sais, tu sais, redonner espoir aux jeunes, Mmh. donner espoir aux personnes vieillissantes, hem, heu, ouais, genre redonner la gentilité aussi là, sexuelle des personnes aînées, des personnes des Premières Nations, Inuits et Autochtones, des Premières Nations finalement du Québec. Tu sais, il y a quelque chose qui est important dans le fait ouais, de redonner les voix aux personnes concernées, mais aussi dans une perspective positive, tu sais. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Ben, je suis très intéressée de t'entendre justement sur, l'aspect de prévention, éducation. On parle de prévention parce qu'évidemment, là, on va pas cibler, mais évidemment qu'on va aller chercher là où vous voulez aller chercher aussi des populations plus à risque, des populations, qui ont une réalité, particulière à elles. Je trouve ça bien d'entendre des outils ou des techniques d'impact positive pour Mhm. parler d'éducation à la santé affective et sexuelle parce que 100%. longtemps, il y a quelques années, 90 à peu près, où par exemple, si j'ai en exemple là, la représentation de la réalité des personnes de la communauté LGBTQ+, où on présentait souvent les systèmes d'oppression, les Mhm. difficultés, les défis, leur réalité, oui, mais qui amenait beaucoup de violence parfois, de jugement, etc. Puis là, c'est intéressant d'aller à l'opposé, d'aller dans un autre angle, parce qu'il y a aussi tout un aspect positif de libération. C'est une façon de reprendre le contrôle de son droit sexuel, là, Tout à finalement, fait. même dans des populations plus ciblé, là, où est-ce que Définitivement, puis par des thématiques un peu plus ciblées aussi, tu sais. On n'invisibilisera jamais les difficultés et les oppressions. Au contraire, je pense on les adresse, mais d'une autre façon. Donc, tu sais, par exemple, quand on avait fait, la campagne de sensibilisation, La diversité dans le prix, c'était de dire, hem comment les personnes queer des régions éloignées du Québec, comment elles se sentent? Puis ça peut être quoi, tu sais, le vécu, le quotidien d'une personne aussi? Puis ça renvoie plein de choses, tu sais, on n'est pas juste en train de parler d'une personne queer en région, on est aussi en train de parler de sa collectivité, de sa Mmh communauté qui mh. l'accueille, qui le reprend ou qui la reprend aussi dans sa communauté parce que souvent les personnes des régions qui sont queer vont faire une exode vers les grands centres, les Mmh. métropoles, etc. Mais parfois, par moment, et c'était la plupart, tu sais, il y avait plusieurs personnes dans ce projet qu'on avait fait qui étaient retournées, tu sais, dans leur communauté, dont une personne, justement, des Premières Nations qui était sortie en exode et qui, finalement, s'est rendu compte, ah, ben, je pense que ma communauté a aussi besoin de moi en tant que personne. Tu sais, même si je m'étais fait une idée d'être gay et genre machin dans ma puis finalement, retourne à sa communauté, vient en aide, aux jeunes, par rapport à comme l'alimentation et cetera. Tu sais, tu te dis: «Wow!» Tu sais, c'est beau de le voir aussi. Fait qu'on parle pas juste nécessairement d'identité sexuelle ou d'orientation sexuelle d'une personne, mais de son parcours, de sa mobilité, puis de dire comme: «Hey, gang, population générale, on le fait ça aussi». Tu sais, puis voyez-vous, il y en a des exemples. Il y a des exemples de réussite, il y a des exemples de Mmh. bonté, il y a des exemples de communauté puis de collectivité qui fonctionnent, puis les gens sont heureux, les gens sont heureuses. Les personnes queer des régions sont nécessaires, importantes, tu sais, aux communautés, qu'on puisse, tu sais, il y a une personne qui est dans une de nos vidéos, justement, qui est agriculteur, tu sais,
C'est vraiment important quand même, tu sais, de reconnaître aussi comme le fait que, ben, c'est des gens qui, tu sais, qui sont là, qui vivent, qui font partie de nos communautés comme n'importe qui, dans le fond. Puis on réussit, tu sais, à bien s'entendre, on réussit à bien vivre collectivement, puis à aller au-delà finalement de juste genre la tolérance. Tu sais, c'est pas une question de tolérance, tu sais, on s'accepte dans le fond. Donc, c'est vraiment de jouer sur ces choses-là, puis tu sais, autant pour les populations jeunesse qu'adultes, etc. Mm. Moi, dans mon volet éducation, tu sais, moi, je travaille, oui, tu sais, on travaille tous et toutes de façon très horizontale, puis en collégialité à les trois sexes, mais, tu sais, mettons, moi, je me suis quand même intéressée à des trucs très spécifiques, tu sais, comme à des clientèles assez spécifiques, fait que le milieu professionnel. Donc, tu sais, j'essaie de faire de la formation pour expliquer, tu sais, comme comment on intègre des meilleures pratiques professionnalisantes, tu sais. Donc, par exemple, aux personnes de la santé publique, toutes les travailleurs, travailleuses de la santé publique. Donc, c'est quoi l'inclusion, puis d'où ça vient, puis de quelle façon, puis on part d'où dans le fond, puis on le pratique, tu sais, on essaye de le travailler. De la même façon que ça peut être les professionnels de l'enseignement, tu sais, qui ont des cours d'éducation à la sexualité à déployer tant au primaire qu'au secondaire. Donc, tu sais, moi, j'essaye de travailler à réfléchir justement à cette pédagogie-là de sensibilisation à l'éducation à la sexualité. Puis même si tu n'en fais pas, ben, tu sais, de peut-être avoir juste des bases. Puis sinon, ben, je m'intéresse aussi à des clientèles qui sont souvent oubliées ou des clientèles très nichées. Moi, je me suis toujours dit que si je continue à faire de l'éducation à la sexualité, vu que j'en ai fait beaucoup au primaire, au secondaire, puis même au cégep, que j'allais aller à la rencontre de des groupes vraiment spécifiques. Puis ça fonctionne finalement. Les gens, ils ont des besoins, tu sais, les clientèles, ils en ont besoin, là. Fait que, tu sais, moi, je tripe à aller parler de ces choses-là. Puis c'est le fun d'entendre les voix, tu sais. L'an passé, j'étais allée, faut pas que je dise l'armée canadienne parce que c'est la défense canadienne. La défense canadienne. Puis, tu sais, j'étais allée dans une école, justement, là, avec des jeunes, tu sais, élèves, officiers, officières. Puis, sérieux, je sais même pas s'ils ont pu, tu sais, parler d'éducation à la sexualité dans leur Mm. parcours tant que ça, tu sais, parce que, bon, c'est cégep, c'est comme un collégial, là, finalement, là, l'éducation dans la défense. Mais tu sais, crime, c'est tellement riche, dans le fond, d'aller à la rencontre des gens aussi pour tu sais, je pense que juste ça, en soi, juste de se former, d'être à l'écoute, de partager ses questionnements, tu sais, liés à la sexualité humaine, mais tu sais, le travail se fait de soi aussi, tu sais. On crée un espace sécuritaire où les gens, même s'ils se sentent mal à l'aise de poser une question qui pourrait offenser ou qui pourrait décourager ou qui pourrait trigger quelqu'un, finalement, bien, qu'on essaye de se créer l'espace de le faire, puis de se répondre comme aussi si tu pas d'accord avec la question qui vient de se poser. Puis c'est arrivé. C'est arrivé dans plein de groupes, dans plein de situations de formation. Puis moi, c'est ce que je trouve le plus riche, finalement. Ben, tant mieux, c'est ce qu'on veut aussi, là, souvent cibler, là, éveiller l'esprit critique des gens, justement, en sensibilisant avec l'éducation. C'est vraiment intéressant, bravo. Ce que je comprends, c'est que tu étais une actrice ou un acteur de changement, disons, en allant vers des bonnes pratiques, idéalement, mais tu as un accès aussi de par tes fonctions là, aux trois sexes, tu as un Mhm. accès direct à tout le public, là, tous les citoyens, citoyennes, mais tu as aussi un accès tu as un devoir un peu de transmission de Mhm. bonnes pratiques, de Mhm. savoir-être, de bonnes réflexions pour les gens qui sont placés à travailler avec des personnes en situation soit qui vont consulter à cause de problématiques Exact. ou qui ont besoin tout simplement d'être sensibilisés, éduqués. Exact. Ben bravo, on a besoin d'organismes comme vous, c'est pourquoi on vous Merci. invite. Pourquoi les trois sexes? Ah! Donc, les trois sexes, c'est un organisme qui est né du département de sexologie à une certaine époque et l'idée des cofondateurs, cofondatrices, c'était de sortir la sexologie du monde académique
qui était plutôt apolitique à l'époque. Pour des raisons très claires, là. C'est, tu sais, une université, ça reste quand même une institution académique, etc. Et donc, on a décidé de sortir la sexologie du monde académique pour en faire un organisme de lutte pour les droits sexuels qui est aujourd'hui celui dont on parle. Et puis, les trois sexes, c'est pour sexe, sexualité et sexologie. Et le petit astérix, c'est pour rappeler, c'est une troncature, ça se peut-tu, c'est ça le mot? Mais c'est pour rappeler, tu sais, qu'on fait des recherches là, sur les grandes bases de données, là, puis qu'on veut, comme, c'est comme pour dire tous les mots qui s'associent à SEX, finalement, cherchons-les. Donc, c'est un petit clin d'œil, là, finalement, là, pour le monde sexologique. Là. OK. Dis-moi, est-ce que tu peux me parler, évidemment, là, on parle de prévention, d'éducation à Mhm, la sexualité affective et positive et sexuelle. Ça vient malheureusement avec de la cyberviolence. mhm. Comment comment travailler ça? Comment tu l'expliques? Mm. Mais les cyberviolences, c'est assez complexe, en fait. Nous, on s'intéresse à ça depuis un petit bout. Je dirais pas mal au début de la pandémie. On a bâti un projet qui s'appelle, en collaboration avec Patrimoine canadien, on a créé un projet qui s'appelle Protagoniste de ton cyberplaisir. Et c'était finalement un genre de livret dont tu es le héros, finalement, ou OK. l'héroïne, où les gens peuvent finalement euh, tu sais, vraiment regarder à travers le petit PDF là, un personnage tu sais, dans lequel ils se projettent, exact, pour naviguer finalement de façon sécuritaire le monde numérique tant dans ben, pour toutes les raisons liées à la sexualité humaine. Fait que tant dans notre rapport humain, là, tu sais, dans une certaine cybersexualité plus comme active, où on est en contact avec des gens, que passive, là, tu sais, dans un contexte plus je consulte de la pornographie ou je vais sur des sites de rencontres ou, tu sais, ou des camgirls ou peu importe. Puis c'était vraiment pour tu sais, amener des réflexions de sensibilisation à, tu sais, un peu au monde numérique. Tu sais, comment, genre, naviguer là-dedans. Puis après, ben, on en est venu à la conclusion qu'il fallait aussi adresser les notions de sextorsion. Donc, on s'est attardé à la sextorsion. On a un projet qui s'appelle Sextorsion, justement, où on a fait un jeu, finalement, à ce moment-là, un rapport de recherche. On a fait plusieurs choses, questions-réponses aussi. Euh, Puis, on l'a adressé aussi autrement parce qu'on s'est rendu compte que déjà la sextorsion n'avait pas vraiment de définition. C'est une des premières choses on relate dans notre, qu'on décrit là, dans le fond, dans notre rapport, c'est de dire comme c'est dur de savoir comme en quoi ça consiste, tu sais, comme juste conceptuellement la sextorsion, parce que d'une part, il existe déjà beaucoup de types de sextorsion, beaucoup de violences, donc de cyber-violences à caractère sexuel, comme on pourrait les appeler. Et donc là, on a exploré ça, puis on en est venu quand même à la conclusion qu'il y avait quelque chose qui se reproduisait. Fait qu'une des choses que je pourrais dire sur les cyberviolences à caractère sexuel, ben, c'est que finalement, par exemple, les violences sexuelles, ce qui se passe dans le monde numérique, c'est qu'elles se reproduisent de la même façon. Donc, c'est comme un genre de copier-coller des violences à caractère sexuel dans le monde tangible et réel, mais cette fois-ci dans le monde numérique. Et par la mondialisation puis la surconnectivité, finalement, là, tu sais, l'hyper-accès, là, finalement, à des Reddit, des blogs, des ci, des ça, on remarque une hausse de cyberviolence à caractère sexuel en ligne. Donc, on est tout juste, je pense que l'ONU, v'là quelques mois, en fait, a déposé un document, justement, avec des recommandations pour les pays là, du monde, là, les dirigeants, dirigeantes, à dire voici comment il faut protéger. Puis là, c'était dans le cas des jeunes filles et des femmes. Donc, comment freiner les violences basées sur le genre en ligne, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils disent, c'est mais les violences basées sur le genre ne sont pas exclusivement pointées vers les filles et les femmes. Puis là,
évidemment, c'est la même chose que dans le monde réel. Qu'est-ce qui se Mhm. passe? Ben, découle de la misogynie, encore une fois, de la même façon dans les cyberviolences, ben, la misogynie, le sexisme, genre, quotidien, et cetera, mais l'homophobie, la transphobie. Et là, tout ce genre de violence-là qui est finalement, genre, exponentielle parce que les personnes dans un contexte numérique peuvent avoir un avatar, peuvent avoir un autre prénom, un autre nom, etc. Un pseudonyme, comme on appelle. Donc, à ce moment-là, il y a des choses qu'on est en train de remarquer, mais il y a quelque chose aussi qui est comme fascinant en ce moment, c'est que, tu sais, quand on a fait le document, ben, tout notre gros projet de sextorsion, on s'est quand même rendu compte que, étrangement, toute la prévention de la sextorsion ressemblait beaucoup à la prévention tu sais, des années 2000-2010. Donc, par exemple, tu sais, on a lutté, tu sais, dans toutes les vagues de féministes à arrêter de dire, genre, que, tu sais, porter une jupe, c'était pas une des raisons aux violences sexuelles qu'une personne subissait. Donc, on a nommé, on s'est entendu collectivement pour dire que ça se dit pas, tu sais, de dire à quelqu'un, hey, habille-toi autrement. Mais ce qu'on constate quand on analyse certaines campagnes de sensibilisation, de prévention à la sextorsion, aux cyberviolences à caractère sexuel, c'est qu'on met la faute sur la victime, une fois de plus. Puis là, nous, ce qu'on constatait, puis c'était ça l'erreur, c'est ça une des choses que je trouve qui était tellement dommage, c'est que j'étais comme, mais là, on recommence ça à zéro, là, parce que c'est la même chose. Et donc, si je pouvais comme juste conclure pour la définition même, c'est la même chose. Une cyberviolence à caractère sexuel ou quelconque cyberviolence, le grand thème des cyberviolences, il y a des violences à caractère sexuel, il y a ce qu'on appelle le grand concept de la sextorsion, et dans la sextorsion, il y a des choses très précises à adresser. Tu sais, il y a des comportements très clairs. OK. Hey, wow! Attends un peu. Là, c'est beaucoup d'informations. Je trouve ça vraiment intéressant pour expliquer ce que tu me transmets, si je comprends bien. On parle en parlant de cyberviolence, d'un continuum, en fait, là. Ça s'inscrit dans un continuum de violence genrée. Euh, Au niveau de la prévention, c'est un peu comme si on recule en arrière parce qu'on doit réutiliser les mêmes concepts pour sensibiliser, éduquer, etc. Qu'est-ce que tu penses de la position ou de la situation politique au Québec par rapport à la cyberviolence, justement? Tu sais, je pense à la France, où ils ont quand même évolué, ils ont des lois, ils essaient quand même d'avoir des bonnes pratiques politiques gouvernementales. Nous, on est où? Ben, sincèrement, c'est tellement complexe parce que c'est pas que d'ordre provincial, c'est aussi d'ordre fédéral. Tu sais, la protection numérique, là, oui, on peut le traiter, tu sais, dans notre province, tu sais, dans nos cadres, dans nos référents, etc., législatifs et politiques, mais il y a quand même quelque chose de plus grand aussi qui se passe. Tu sais, Mhm. dans le monde numérique, mettons, ou comme dans tout ce qu'on est en train de parler, les cyberviolences, ben, les cyberviolences, c'est quand même une des thématiques de la sécurité numérique. Et la sécurité numérique, ben, on essaie de la faire évoluer, on essaie de trouver de nouvelles stratégies, on essaie de est-ce que c'est de brimer la parole d'un si on dit l'autre, si nanana, etc. Donc, c'est quand même très complexe. Est-ce qu'on est rendu à un point où il y a une modération quand même assez bien faite, où il y a des cadres qui permettent une diminution des violences, des cyberviolences? Ben, je ne crois pas. Mais tu sais, considérant, tu sais, moi, je suis pas une experte nécessairement dans tout ce qui a rapport à la protection numérique, mais reste quand même que, chose certaine, quand on analyse ça, tu sais, autant, tu sais, de près, mais aussi un peu de loin, tu sais, en se mettant un peu de côté, mais on remarque il y a certaines difficultés quand même, tu sais, je pense, politiques basées sur d'autres droits. Fait qu'il y a comme des trucs qui viennent s'entrecouper, s'entrechoquer, qui rendent le truc très difficile. Maintenant,
Si je donne un exemple particulier, tu sais, mettons, ça fait des années là, qu'on parle de ça. Et moi, personnellement, je sens pas qu'il y ait tant de programmes qui sont faits pour faire de la vraie prévention et de l'intervention auprès des personnes qui vivent de la sextorsion ou qui ont vécu de la sextorsion. Puis je vais donner un exemple précis. Il y a une forme de sextorsion qui vise beaucoup les jeunes hommes, par exemple. Donc, c'est comme un gros réseau finalement là, qui vient hameçonner plein de jeunes, des hommes, etc. euh, qui rentrent en contact avec les hommes, tu sais, via le monde numérique, puis avec des vraies personnes, là, tu sais. Fait que c'est pas comme un genre de robot qui te demande « Veux-tu être mon ami? » Finalement, se tisse d'intimité avec la personne et finissent par avoir des comportements intimes, etc., ou, mettons, des comportements masturbatoires, mais en visioconférence. Et donc, la personne qui est victime, l'homme dans le contexte, c'est souvent des hommes qui vivent cette sextorsion-là principalement, se fait enregistrer finalement son image. Et dès que la vidéo est terminée, on lui envoie la vidéo en disant si tu n'envoies pas tant d'argent à ce XY genre plateforme de paiement, on l'envoie à ta famille, tes boss, etc. Donc, on est vraiment dans de la sextorsion, mais aussi de l'extorsion monétaire, etc. Puis ça crée énormément de détresse. Là, comme... Donc, il n'y a comme rien. On dirait que, genre, tout ce que j'entends, mettons, c'est des enquêtes journalistiques qui disent « Hey, regardez le beau site qu'on a créé, pour faire, pour expliquer ce type de sextorsion-là. » Bien, parfait. Mais encore, il y a comme quelque chose qui, je pense, qui est peut-être plus en éducation, puis je sais qu'ils en ont beaucoup là, sur les épaules, mais ça reste quand même nécessaire à adresser, puis de dire, c'est quand même un des crimes les plus recensés au Québec, ce type de sextorsion-là. Puis, genre, il y a quelques années, encore une fois, c'était dans le monde journalistique, c'était une des chefs de département de police de l'île de Montréal qui disait « ça n'a plus de bon sens ». Tu sais, on peut plus, il y a plus moyen non plus pour nos départements, tu sais, nos équipes de couvrir tout ça. Et donc, et là, puis on comprendra que c'est là que ça devient un petit peu hors du contrôle de la légifération ou ouais, en fait, bref, l'aspect légal québécois, parce que ce qu'on parle, c'est que c'est des instances qui sautent d'un VPN à l'autre, par exemple en Europe. Donc, tu sais, les gens, là, il faut les retrouver, tu sais, comme... Et donc, puis les gens, ben, tu sais, ils viennent au Canada, tu sais, entre guillemets, là, tu sais, gros guillemets. Donc, les crimes se commettent, tu sais, oui, dans le monde numérique, mais ils sont pas physiquement au Canada. C'est un enjeu, oui, quand même important parce que c'est très présent. Puis oui, il y a une difficulté, je dirais, qui doit sortir les agents de sécurité, là, les intervenants de leur confort. C'est-à-dire que, est-ce que, selon toi, là, brièvement, tu vois ça comme c'est quoi qui se cache en dessous de ça? C'est-tu un problème de volonté politique, de collaboration internationale, de budget, de formation, de qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a des crises actuellement politiques et sociales qui sont tellement grandes, tu sais, comme par exemple la crise du logement, qui est une crise qui est, ma foi, un peu insupportable à entendre parler à tous les jours, mais en même temps qui est nécessaire à entendre parce que ça suffira, là, tu sais, aussi, là, d'être en situation d'itinérance, puis de nous rappeler, tu sais, quotidiennement qu'il y a des crises qui sont liées à nos besoins de base. Il y a quelque chose qui est comme nécessaire, tu sais, du monde politique à investir déjà d'une part, à redonner, tu sais, confiance aux électeurs puis aux électrices de dire comme, hey, on est capable de s'assurer, tu sais, du logement, genre, pour tous et toutes. Je pense que ça, c'est comme puis là, gros guillemets, là, mais c'est des priorités qui sont comme
là, avant-hier, là, il aurait fallu que, tu sais, on ait 8, peut-être 80 quelques, tu sais, signatures de genre de plans architecturaux qui soient faits. Fait que des fois, je me dis: «Est-ce que c'est de la mauvaise volonté ou c'est comme il y a des crises qui sont tellement plurielles actuellement qu'on doit adresser, qui sont plus de l'ordre de, effectivement, les besoins de base chez l'humain?» Notre société est dans le jus de crise, finalement, là. Ben, il y a un peu ça, puis il y a des choses qui nous dépassent à cause de plein de trucs, tu sais. On n'a pas, j'ai pas commencé à m'intéresser, en tout cas, je l'effleure de plus en plus, mais tu sais, on n'a pas commencé non plus, puis je veux pas me lancer là-dedans nécessairement, mais tu sais, on parle pas non plus de notre rapport relationnel aux intelligences artificielles, par exemple, qui est de plus en Mmh. plus, présente, qui est de plus en Ouais. plus élevée. Tu sais, ces instances-là, pas ces instances, mais ces outils, ces intelligences artificielles-là ont aidé tellement de gens, là, tu sais, à contrer l'isolement, comment que, tu sais, tu sais, puis tout ça est à la fois en même temps. Donc, effectivement, est-ce que c'est de dire il y a plusieurs crises à la fois qui sont prises en considération, mais qui, je pense, est liée à un débordement? Fait que, est-ce qu'il y a des ententes, tu sais, collectives et sociales qu'on pourrait prendre au plan politique pour améliorer juste la vie, là, tu sais, des individus au Québec? Je pense que oui, mais comme il faudrait qu'on se fasse un genre de contrat social, tu sais, que malheureusement, après 4 ans, vous avez pas le droit de changer, tu sais. Comme logement pour tous et toutes, éducation pour tous et toutes, pourquoi pas le faire genre gratuit? Ça serait génial. Tu sais, accès à l'éducation. Tu sais, des choses comme ça qu'on pourrait se dire, mais si on prend des décisions aux 4 ans, puis qu'on Mmh. ne peut pas les appliquer après, malgré les plans d'action qui sont Mmh. souvent toujours repris parce que tu veux pas refaire le travail, c'est comme Ouais, et souvent ça change de gouvernement, donc on ça se fait un peu demande. ping-pong, c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais. Ben, écoute, si tu te présentes, aux élections actuelles, je vais voter pour toi. Tu Hey, Seigneur! as commencé à l'aborder un petit peu, en parlant là de situations de cyberagression, de cyberviolence sexuelle là, qui ciblaient peut-être plus particulièrement les hommes. Est-ce que tu vois des différences entre la cyberviolence sexuelle, chez les hommes victimes et les femmes victimes, où on retrouve un petit peu le même type de violence? C'est vraiment pas les mêmes violences. Fait que, comme on le sait, tous et toutes, les violences sont souvent basées sur le genre parce que, si vous ne le saviez pas, on n'est pas dans une société post-genre et on le saura probablement jamais. Puis c'est correct, mais il faut quand même aussi adresser qu'on n'est quand même pas, dans une société neutre, tu sais, dans le genre et donc ça en sociologie, mais aussi dans une perspective globale de la sexologie, ben, c'est de dire comme il y a encore des stéréotypes sexuels, des stéréotypes genrés qui font en sorte que il y a des victimisations qui se font pas de la même façon basées sur le genre. Puis je parle de tous les identités de genre. Tu sais, je pense que si on mettait un continuum, tu sais, comme de l'identité de genre, ben il faut prendre en considération les personnes qui sont peut-être neutres, à genre, etc. Parce que ces personnes-là vont vivre aussi des stigmas puis des discriminations en ligne. Mais comme je disais tout à l'heure, tu sais, puis ça, c'est incroyable parce que, tu sais, la victimisation chez les hommes, que ce soit des hommes trans ou cis, cisgenres, ben, i c'est encore la même affaire, c'est la même histoire qu'on se dit: «Mais c'est pas possible», tu sais. Ils vont moins le dire, ils vont moins aller, voir des autorités pour leur venir en aide, ils vont moins s'exprimer aussi par rapport à ça, versus comme, tu sais, mettons, parce que c'est typiquement, puis je dis des gros guillemets, là, mais tu sais, parce que la socialisation liée à la féminité, machin, et cetera, dit qu'il y a une possibilité de vivre des violences, à caractère sexuel, par exemple, chez les femmes, bien, il y a comme quelque chose de plus entendu. Puis parce qu'on a des luttes féministes aussi, on est comme: «Hey, tu sais, let's go, tu sais, on reprend ça, on regagne notre agentivité, on s'empowered, on porte plainte, tu sais, on a comme un mouvement social qui est vraiment super, tu sais, pour le droit des femmes, puis la justice des femmes aussi qui vivent des violences à caractère sexuel. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que la victimisation d'un et l'autre n'est pas la même du tout, tu Mmh. sais. Puis Donc, l'exemple que tu apportes, je m'excuse, mais un homme trans, est-ce qu'il va subir une forme ou des formes de violence parce que c'est un homme ou parce que c'est un homme trans?
Ben, ça va dépendre, tu sais, ça va dépendre de comment les gens si les gens sont out versus pas out, et cetera. Mais les personnes queer, les personnes à diversité sexuelle, vivent énormément de cyberviolence, tu sais, juste parce qu'ils sont exemple, des personnes, vocales ou, socialement, tu sais, publiques, là, tu sais, je pense que toute personne publique, a les risques de se faire, envoyer des vagues de haine, mais reste que Ça va un peu aussi avec la théorie que, ben, la théorie, c'est pas juste une théorie, là, c'est des observations de faits aussi que mmh il y a, il y a plein de positifs là, à l'utilisation d'Internet, mais il y a aussi certains aspects où on va retourner en arrière sur, par exemple, des questions de racisme, des mh. questions de misogynie, des questions de tout ce qui est inclusion finalement là, des personnes qui font partie de plusieurs systèmes d'oppression. Là, on retourne en arrière, là, malheureusement. C'est quoi le lien avec justement le cyber? Mmh. Ah ben, en fait, mettons, moi, selon, les lectures que j'ai faites, puis aussi, tu sais, ça m'intrigue quand même, tu sais, dans ma profession de comprendre c'est les cyberviolences parce que, ben, ça fait partie du quotidien des gens, dans le fond. Puis ça faisait partie du quotidien des jeunes aussi que, tu sais, j'allais à la rencontre d'eux. Puis je me suis vraiment posé la question: qu'est-ce qui se passe sincèrement? Puis dans le fond, ben, on a été capable tu sais, autant en psychologie de la perception qu'en sociologie, que, tu sais, dans plein de domaines de sciences, autant, tu sais, sciences, sociales et humaines que sciences, plus, biologie, neuropsy, et cetera. On a quand même constaté des choses, ben, tu sais, moi, je dirais que c'est alarmant, mais en même temps, je suis comme: «Crime, vu qu'on le sait, on pourrait, tu sais, s'y mettre aussi, là». Donc, tu sais, on a constaté que, dans le fond, l'utilisation du verre, donc le monde de verre, là, tu sais, la vitre, dans le fond, là, la vitre, l'écran, et cetera. Hem, on a constaté que si on est derrière un écran, donc un individu derrière un écran, un individu derrière un écran va attiser, va créer une sensation empathique plus faible que si elle était en personne devant l'autre. Fait que, tu sais, il y a plein de domaines qui ont prouvé ça scientifiquement, de dire on manque d'empathie, mais Mhm. tu sais, pas juste parce que ah, le monde est en train de, tu sais, crumble down. C'est juste l'outil qu'est l'écran, qu'est le cellulaire qu'on porte sur nous tous les jours. Juste le fait d'avoir, c'est pas juste une distance, ça, c'est littéralement un objet, là, tu sais, qu'on a un objet devant nous qui réfère à une personne, parce qu'on parle, mettons qu'on parle directement à une personne, ben ça ne crée pas finalement l'empathie que ce qu'on pourrait vivre dans le exemple, on est à l'épicerie, puis là, il y a une personne, tu sais, qui est plus lente, par exemple, hein. Je vais faire un exemple vraiment comme genre banal et trigger warning, je vais faire de l'agisme, par exemple, OK, qui est une forme full violente, inutile, là, comme sociale, mais tu sais, mettons, on est dans une file, puis on attend à l'épicerie pour comme faire scanner nos items. Puis là, il y a une personne âgée qui prend énormément de temps selon la personne. Bien, si la personne disait, par exemple, un commentaire hyper violent, genre, mettons, à la si elle était en ligne, comme: «Ah, les vieux, les vieilles, on sait bien, ça Mhm. genre, ça sait plus rien faire, nanana, puis vous êtes pas capable d'avancer, puis pouvez-vous vous bouger le cul, puis nanana». Sincèrement, les gens bad triperaient dans le magasin, là. Tu sais, comme la personne qui serait à la caisse serait genre: «Tu me niaises?» Ouais, La madame serait full heurtée, puis la personne le verrait dans son visage. Tu sais, ouais, faudrait vraiment avoir aucune empathie ouais. pour comme faire: «Hey madame, je m'excuse tellement, tu sais, c'était vraiment comme ça avait pas rapport de ma part, tu sais, je m'excuse sincèrement de vous avoir parlé de cette façon-là». Mais en ligne, on n'a pas ce rapport humain-là. C'est comme si, genre, notre cerveau, puis tu sais, ça, c'est à nous de l'apprendre aussi, mais notre cerveau est comme pas conditionné à se dire: «Il y a quelqu'un de l'autre côté». Mais ça fait sens avec plein de situations réelles, là, un peu comme si l'écran finalement devient
un filtre à notre empathie puis notre savoir-être qui, dans la vie concrète, ça se passerait pas comme ça, là, tu sais, C'est comme si la passoire était vraiment lousse. exact. Tu sais, dans la rue, je vais pas insulter mon voisin, puis je vais pas le traiter de nom, mais via, les réseaux ou internet, ben oui, ça se peut que j'aie plus de savoir-être, là, tu sais, Exact. Puis mieux encore, si, mettons, tu pas d'accord avec ton voisin ou ta voisine, le réflexe, généralement, je pense, chez la majorité des gens, c'est de dire comme: «Mais voyons, pourquoi tu dis ça?» «Oh!» Et là, ça, c'est ce qui se passe rarement en ligne. ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dialogue, une discussion, un échange verbal. C'est pas une joute infernale, et cetera. Et donc, ce qu'on constate, dans le fond, dans le monde numérique actuellement, puis depuis quelques années déjà, mais juste dire, là, la pandémie, pour vrai, elle a augmenté à genre des centaines de pourcents ce genre de comportement-là. Fait qu'elle nous a amené comme vraiment loin, très vite en termes de Ouais, à cause des cyberviolence. habitudes qu'on a pris là, Exact, puis parce qu'on ouais, n'avait rien d'autre à faire. ouais. Mais on a été capable de voir que dans le fond, ben c'est ça, il y a une polarisation des pensées, il y a une polarisation des hashtags, il y a une polarisation des enjeux. Puis la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, selon moi, c'est: on peut-tu s'asseoir pour jaser? On peut-tu parler ensemble? Mmh. Ça n'a jamais été un enjeu de pas être d'accord avec quelqu'un dans la vie. C'est pas parce que j'ai pas toutes les chaînes de valeurs que tu portes ou que ton groupe porte ou que ci ou que ça, que on se doit d'être comme: «Bon, ben garde, parle à ma main puis on s'en reparlera Ouais, pas». Il y ouais. a absolument rien de constructif. Il y a pas d'adversité non plus. Puis je veux juste dire, ça fait des années que je cherche c'est quoi la résilience et je pense que je me suis arrêtée sur le concept de l'adversité et donc dans le dialogue, il y a de l'adversité qui se crée et dans l'adversité, on attise un peu quand même de résilience chez les gens et donc une plus grande compréhension de l'autre, une plus grande empathie de l'autre. Moi, si je m'assois avec quelqu'un, je croise mes bras puis je fais: «C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison» pendant des semaines, il y a absolument rien de constructif qui Mmh. va sortir de ça. Et c'est un peu, malheureusement, comme c'est peut-être qu'on n'est plus nécessairement là en ce moment, mais c'est quand même ce qui se passe, tu sais, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce discours polarisant-là, genre, est entre nous, maintenant. Et là, on entend des commentaires dans nos familles, nos milieux, dans la rue, puis on est comme: «Ah, OK, mais attends, là, quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Parce que ça, on le retrouvait en ligne, tu sais, on se permettait pas on se permettait pas de faire ça. Bref, fait qu'il y a des choses comme ça que je pense qui seraient intéressantes aussi à adresser. Est-ce que c'est tant le politique qui peut gérer ça? Mais déjà, d'avoir une réflexion individuelle, collective, c'est intéressant d'entendre le dialogue puis de revenir à un vrai dialogue parce qu'effectivement, avec les écrans, on se permet beaucoup de choses, de commentaires. C'est comme si dans la vie de tous les jours, je m'en fous de comment qui est habillé ou comment qui est habillé, mais sur internet, faut que je commande: «C'est donc ben laid ta robe, c'est trop court, c'est trop laid» et cetera. Puis on va chercher une tribune, là, tu sais, les gens commentent puis s'entretiennent là-dedans, là. Exact. Bon, j'aimerais juste t'entendre parce que tu en parlais là, lors de ta présentation à Rivière-du-Loup, heu, un résumé du lien qu'on peut faire entre le cyberespace et la manosphère. Mmh. Ben, c'est ça. La manosphère, mais aussi comme toute la montée de la haine en ligne, mettons. J'appellerais ça la montée de la haine en ligne. Je OK. pense plus qu'elle monte, là. Je pense qu'elle est juste elle est pas mal là, malheureusement. Mais, tu sais, ce que je constate, c'est que la manosphère décloisonne puis brise l'isolement chez plusieurs personnes. J'ai été d'ailleurs à un webinaire dernièrement là, d'une chaire de recherche de l'UQAM en sexologie qui parlait justement des incels, donc incel veut dire les involuntary célibataires, donc genre les involontaires célibataires.
c'est comme le mix des deux. Puis c'était vraiment fascinant parce que les étudiantes, dans le fond, présentaient leur recherche, puis elles parlaient principalement des personnes qui voulaient se sortir du incel-dom, justement, et de la manosphère. Puis je pense que moi, ma réflexion, puis comme sexologue, en est venue à ça, ces violences-là qui sont perpétuées dans ce genre dans ce monde-là sont d'une intensité là, comme inimaginable. Tu sais, vraiment, vraiment, là, tu te dis, c'est pas possible on en soit venu à, à une facilité aussi, tu sais, simple là, d'être aussi violent, tu sais, en ligne. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est aussi des personnes qui sont violents entre eux. Tu sais, Mmh. sont pas, il y a pas de, c'est pas super, là, tu sais, comme dans le fond. Donc, il y a comme je sais pas comment dire, tu sais, c'est la manosphère et où, tu sais, les violences basées sur le genre, tu sais, qui sont dans la haine, puis la montée de la haine en ligne, c'est comme un genre de miroir à la Alice in Wonderland, là, tu sais, c'est Mmh. amplifié finalement la réalité actuelle. Mais qu'est-ce que ça cache? C'est surtout ça, moi, qui me questionne. Qu'est-ce que Qu'est-ce que ces personnes-là, qu'est-ce que ces hommes-là et femmes, parce qu'il y a des femmes celles aussi, il y a des incels femmes, qu'est-ce qu'ils vont chercher, tu sais, là-dedans? Ben, peut-être un sentiment de communauté, peut-être un sentiment de partage de valeurs. C'est étrange de dire comme un sentiment de communauté violent, là, mettons, là, mais c'est quand même, il y a des choses qui se cachent derrière ça qu'on pourrait adresser peut-être autrement, puis on pourrait aider autrement, tu sais. Fait que je sais pas trop comment répondre à cette question-là, mais tu sais, il y a des espaces absolument pas sécuritaires en ligne et je ne suggère pas nécessairement aux gens, tu sais, qui s'identifient femmes et qui font partie de la communauté LGBT d'aller d'aller dans ces discussions-là en ligne parce que tu te dis, mais c'est plus possible. Tu sais, comme il y a quelque chose qu'on a atteint comme plafond, et c'est là où je me dis, mais si on est rendu là, c'est qu'il y a tellement de choses, tu sais, il y a une chose qui est au cœur de ça, puis c'est la détresse psychologique, tu sais. Puis c'est exactement ce que la recherche nous dit. Fait que heureusement, tu sais, on est chanceux, chanceuse au Québec, on a quand même une chaire développementale tu sais, de la sexualité humaine qui traite des enjeux genre des incels. Puis au moins, on a comme, tu sais, de la littérature scientifique qui en parle, puis qui dit, voici les traits, là, tu sais, de caractéristiques. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est juste les hommes qui vont vivre cette exclusion, cette isolation, ces trucs-là? Fait que finalement, tout ça pour dire qu'il faut. Moi, j'ai pour mon dire que si on lutte pour les droits sexuels, il faut aussi venir en aide à ceux et celles qui vivent de grande détresse, finalement, là, tu sais, et qui pourraient commettre des gestes vraiment reprochables qu'ils ne souhaiteraient pas faire, tu sais. Parce ils s'entretiennent entre eux, Exact. ils vont se, mmh, se confirmer, se valider, même Exact. si, oui, effectivement, il y a possiblement, probablement une grande souffrance, une recherche de quête d'identité, de Exact. socialisation derrière, mais il reste quand même que, des comportements violents, ça reste des comportements violents et si on met tout ce monde-là ensemble qui s'entretiennent, ben, c'est là où ça peut devenir, dangereux, disons. Donc, essayons de trouver d'autres moyens pour rétablir leur équilibre, leur santé, mentale et cetera. Totalement. J'aimerais t'entendre, sur la montée, encore une fois, brièvement, sur la montée de la droite concernant là, tous les droits et libertés des personnes des communautés LGBTQ+. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je te donne juste un exemple, là, en Mauricie, il y a un professeur qui s'est fait comme dénoncer par un
père, son fils allait à l'école, avait un suppléant qui était une personne non-binaire, donc on a sensibilisé, éduqué les élèves. Et le père avait le discours du genre, ben tu l'as entendu parler probablement, là, mais le père avait un discours genre, il me dérange pas ce monde-là, mais tant qu'ils viennent pas sur mon terrain, puis Mhm. avoir un accès à mon enfant, tu sais. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Les contre-manifs aussi qui... Ouais, ça a été vraiment dur, en fait, tu sais, puis juste dire courage là, à toute personne qui sont militants, militantes et qui travaillent en intervention auprès de ces populations-là. Là. Je pense que on, tu sais, courage aux personnes qui sont des personnes queer, courage aux personnes qui sont de différentes intersections d'oppression aussi, mais courage aussi aux intervenants, intervenantes, là, tu sais, que peut-être qui vous écoutent, tu sais, lâchez pas, là, tu sais, je pense que certaines communautés ont besoin de plus d'alliés qu'on peut le croire. C'est une excellente question. Je me pose beaucoup tu sais, je me pose 1000 milliards de questions avec très peu de réponses. C'est sûr que moi, tu sais, j'ai aucun background en philosophie en plus, mais tu sais, moi, c'est vraiment, c'est comme, je vais toujours utiliser cette science-là pour réfléchir. Tu sais, je pense que la philosophie, c'est ça, c'est un cadre qui nous aide à se poser, se questionner, se parler, puis s'échanger finalement. Fait que je suis un peu, en fait, à l'étape de la réflexion philosophique, tu sais. Donc, c'est Mhm. dur pour moi de dire de quelle façon, en intervention, ou de quelle façon il faut intervenir auprès de ces personnes-là. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai été là dans une des manifs pour essayer de comprendre. Moi, c'est ma posture professionnelle. Fait que je pense que les gens peuvent faire ce qu'ils souhaitent, hein, tu sais, puis c'est vraiment pas la science infuse. Là. Je pense que quand on va trouver plein de solutions collectivement, on va peut-être se sentir mieux. Mais personnellement, moi, ma posture professionnelle, ça sera toujours ça. C'est d'aller voir, d'aller essayer de comprendre. Il n'y avait pas d'espace, évidemment, parce que c'était un face-à-face et non une marche. Il n'y avait pas d'espace pour qu'on parle, pour qu'on discute, puis qu'on échange. OK. Et je pense que rendu là, moi, je me dis, OK, il y avait, tu sais, mettons, j'ai pris en note beaucoup des trucs qui étaient écrits sur les pancartes, par exemple, pour dire comme, OK, tu sais, c'est quoi les thématiques? C'est quoi qui se passe? Tu sais, il y a quelque chose de quand même, il y a quelque chose qui est quand même étrange. Puis je vais donner un exemple. D'un côté, il y a un groupe qui revendique de laisser se bâtir et se développer dans son développement psychosexuel les enfants et donc de ne pas juger. D'un autre côté, il y a des gens qui disent viens pas brimer le développement psychosexuel de mon enfant. Moi, comme sexologue, ce que ça me pose comme questionnement, et là, c'est là où il faut que j'aille vraiment méta, là. Est-ce que c'est la même chose qu'on veut? Tu sais, moi, ma Mhm. question, c'est est-ce que les groupes, finalement, se posent, ont les mêmes craintes? Qu'on respecte leurs droits. Exact. Et là, moi, j'en suis là, actuellement. Là. Tu sais, moi, là, je processe là, des réflexions, puis ça me prend du temps. Mais ce que j'ai constaté, c'est que on a envie d'adresser des choses qui sont liées aux droits de l'enfant, aux droits de l'enfance. L'affaire, par contre, et c'est là que je peux y ajouter mon petit grain de sel, peut-être un peu plus, pas nécessairement scientifique, mais quand même, tu sais, puis c'est même pas tant politique, c'est juste un fait, là, mais je vais le trouver. 2 secondes. Mais j'en profite pour poursuivre la réflexion, ta réflexion, faire du surf sur ta réflexion philosophique, parce que tantôt tu me parlais de dialogue, tu me parlais qui est un échange, en fait, là, réel et sain et concret, d'ouverture, d'inclusion, de respect. Tu me parlais aussi d'espace. Tu sais, Mhm, est-ce que on peut surfer là-dessus, dans le sens qu'on mhm, on a tous des besoins, mais il y a peut-être pas justement d'espace cadré, mhm, sain, sécuritaire mm, pour avoir ces dialogues-là.
Mhm. Qui sont menées par des personnes qui, tu sais, mettons, vont engager la discussion. L'affaire, puis c'est là où je voudrais revenir, qui est un petit peu c'est peut-être un biais parce que c'est un peu ça mon mandat puis mon travail, mais tu sais, euh, l'éducation à la sexualité, parce que c'était aussi comme une des choses revendiquées et questionnées par certaines personnes, c'est quand même un enjeu de santé publique puis de droit, tu sais. C'est de défense de droit, là, tu sais. Puis, tu sais, l'éducation à la sexualité, ben, ça l'inclut, en fait, l'ensemble de la population. Donc, oui, les enfants, oui, les adolescents, les adultes, etc. Mais il faut comme remettre en perspective les choses pour tout le monde. Tu sais, le droit à l'éducation pour les enfants, qui est reconnu par l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, a été ratifié par le Canada. Ah! Ça l'inclut une éducation à la sexualité de qualité. Donc, ma job, c'est juste de dire, au-delà du dialogue qu'on pourrait avoir dans des espaces sécuritaires, il y a des droits. Il y a des droits qu'on a ratifiés. Au OK. Canada, on a décidé collectivement de signer une entente mondiale qui est liée à la Convention relative aux droits de l'enfant. On l'a signé. Et là-dedans, ça stipule que c'est un droit fondamental et donc un droit humain que d'avoir une éducation à la sexualité de qualité. Puis si on fouille un peu, on retourne à l'article 10, par exemple, de notre Charte des droits et libertés au Québec, bien, on voit littéralement que personne n'a le droit de vivre aucune violence ni discrimination basée sur son genre, son OK. sexe d'assignation à la naissance. Si on retourne lire, déjà, là, si vous lisez la charte là, au Québec, là, ça donne tellement d'espoir. À chaque fois que tu lis ça, tu dis ah mon Dieu, c'est là-dessus qu'on s'entend. Et là, on l'oublie. C'est comme si on l'oublie. Tu dis ben, attends un peu. Ben, c'est un excellent rappel, Estelle, parce que justement, on cherche des pognes Ouais. pour des leviers pour justement revendiquer des droits. Ça vient avec. Fait que oui, Puis peut-être. aller la lire, la dire, c'est superbe. Ça dit toute personne en droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion, préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation. Dernière question. Est-il possible accéder à une éducation affective et sexuelle positive via Internet? Et oui, comment? Mhm. Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a tellement des bons contenus, tu sais, d'éducation à la sexualité numérique. Je pense qu'il y a des discussions qui sont nécessaires à entendre, autant via certains podcasts, via certaines séries, via tout ce qui est accessible finalement de près ou de loin, là, tu sais. Il y a des contenus numériques qui sont vraiment super, tu sais. Je pense juste que mettons, tu sais, avant de se lancer là-dedans, je pense qu'il faut toujours faire attention à la véracité des choses. Ouais, les jeunes nous rappellent qu'il faut toujours regarder si la personne, c'est un vrai compte. OK. Mais comment on fait? Admettons, moi, j'ai Ouais. 14 ans, je vais écouter un podcast sur, Mmh. la sexualité. Comment je fais Ouais. pour savoir si c'est un bon ou c'est un mauvais podcast, là? Ben c'est sûr que, tu sais, idéalement, la personne de 14 ans aurait déjà, développé beaucoup, son esprit critique, mais aussi, se sentirait libre, hein, de parler puis de dévoiler, là, que il ou elle écoute, ce podcast-là. Fait que, tu sais et donc d'en parler, tu sais. C'est sûr que, mettons, moi, ce que les jeunes me disaient souvent, c'est comme, je suis quand même capable de savoir, tu sais, comme quand quelqu'un est comme, je suis pharmacien, puis comme, moi, je me mets à chercher, tu sais, est-ce que c'est vraiment une personne, tu sais, qui est pharmacien? Ben, je me rends compte que oui, tu sais, avec 2 OK. secondes, là, tu sais, je cherche 2 secondes en ligne, puis je sais que c'est une personne qui a ça. Puis en même temps, je pense que les jeunes sont comme, ah, ben, tu sais, il faut aussi faire attention, tu sais, parce qu'on peut pas tout prendre pour du cash, tu sais, il faut aussi comme réfléchir pour nous-mêmes, puis des trucs comme ça.
Ouais, je pense qu'il y a une chose qui est dommageable dans le monde, le monde numérique, c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho. Donc juste de faire attention à ça. La chambre d'écho, c'est comme une fois qu'on cherche quelque chose sur une plateforme numérique, par exemple, je vais donner YouTube comme exemple, de juste faire attention parce que souvent ce qu'on nous propose est basé sur les algorithmes. Donc c'est aussi un effet qui polarise beaucoup les pensées. Donc tu sais, si on pose la question peut-être à une personne qu'on croise, un prof, une prof ou une personne dans notre vie qui dit que, tu sais, que tu voudrais savoir ou en apprendre plus sur la sexualité, de dire, ah, ben, tu sais, ça, c'est quand même scientifiquement, tu sais, super positif, etc. Ben, ça l'aide à construire une bonne chambre d'écho, tu sais. Si on regarde tout le temps des choses qui ont aucune rigueur scientifique, qui ont de la haine, en fait, aussi, là, tu sais, il pourrait y avoir des commentaires haineux. S'il y a des trucs comme ça, ben ça va créer une chambre d'écho avec ce même discours-là. OK, fait qu'on va nous suggérer des vidéos dans le même Ouais. style. OK. Donc, ce que je dirais, c'est que, tu sais, à travers cette exploration-là de notre propre éducation à la sexualité en ligne, de juste comme essayer de voir, tu sais, comme une pluralité de penseurs, penseuses, d'éducateurs, d'éducatrices, de même des perspectives basées sur la langue, tu sais, pourquoi pas aller explorer des trucs en anglais, des trucs en français, si on comprend l'espagnol, tu sais, on a accès à tellement de beaux matériels dans le fond, puis à des super outils, là, tu sais, de pédagogie qui sont émancipatrices, positives, etc. Mais tu sais, de se bâtir une petite, mettons, des petits mots-clés, tu sais, sexualité positive, c'en est un bon, tu sais. OK. Puis, est-ce que tu aurais 1 ou 2 ou à 3 maximum suggestions pour, j'y vais avec, notre mission Calax, pour une adolescente ou une femme qui a vécu une ou des agressions à caractère sexuel Mhm. et qui voudrait retrouver une sexualité justement positive, retrouver, le contrôle de sa sexualité? Mhm. Quel genre de références, mettons, des Soit livres un ou comme... podcast, livre, une émission. C'est une excellente question. Mais hem, je trouve qu'il y a une des saisons de Sex Education qui ont adressé, une violence sexuelle, d'une façon, nickel. Je sais même pas comment dire, c'était super, tu sais, comme tout le rapport, des vertiges, des symptômes traumatiques et cetera et d'une émancipation d'une personnage. Je pense il y a un beau traitement de cette situation-là. Parfait. Estelle, vraiment un gros merci. C'était, très intéressant, très instructif, très pertinent. Merci d'avoir Avec participé. plaisir. Je te souhaite une bonne continuité à toi, aux 3 sexes. Vous Merci. êtes très pertinent. Vous êtes, je dirais, une organisation qu'on a besoin, qui est nécessaire. Donc, je vous souhaite une bonne poursuite, puis je vous remercie d'être de bons citoyens, de bons modèles qui avaient un discours sain, sécuritaire Merci. et positif. Ben oui, puis bonne continuation à vous aussi. Le travail que vous faites est vraiment important.